Bonjour à tous, nous ouvrons donc la session le PIB, une mesure d'avenir, point d'interrogation. Et évidemment, c'est une question récurrente depuis que je fais de l'économie. En tout cas, cette question est posée continuellement. Et bien sûr, avec différents angles d'entrée. Et aujourd'hui, par exemple, compte tenu des préoccupations du moment, est-ce que le PIB et cette mesure de notre production, de notre activité économique, est-elle pertinente à une époque, toujours pertinente à une époque, par exemple, où se pose la question de la transition climatique et puis, entre autres, beaucoup d'autres questions. Voilà, et il y a une trentaine d'années, d'ailleurs, l'angle de questionnement sur la pertinence de la mesure du PIB était beaucoup plus la prise en compte du travail domestique, qui n'est pas pris en compte dans le PIB. Et il y avait beaucoup d'interrogations là-dessus. Est-ce que, quand monsieur Truc épouse sa cuisinière, ce qui fait baisser le PIB, est-ce que ça n'amène pas à se dire que le PIB est une mesure insatisfaisante de l'activité? Voilà, les questions se posaient en ces termes. Maintenant, ils se posent dans d'autres termes, mais l'interrogation, en tout cas, demeure. Pour répondre à cette interrogation, 3 intervenants de très grande qualité par ordre d'intervention. Yaël Ozeux, chef de la division concept, méthode et évaluation du département des comptes nationaux de l'INSEE. Ensuite, Xavier Timbaud, directeur général de l'OFCE. Et enfin, Didier Blanchet, qui était, jusqu'à une époque encore très récente, le directeur des études et synthèse de l'INSEE. Donc, Xavier, dans ton intervention, tu vas être pris solidement en sandwich entre 2 personnes qui représentent l'institution statistique nationale. Voilà, et je dois ajouter que cette session a été conçue et organisée par Nicolas Carnot, qui est actuellement directeur des études et synthèses de l'INSEE et qui a succédé à cette fonction à Didier Blanchet. Vous pouvez poser vos questions et interventions, d'ailleurs, même si ce n'est pas des questions, en continu pendant cette session sur le site du Printemps de l'économie. Donc n'hésitez pas, et normalement ça apparaîtra sur mon téléphone et je les reprendrai à la fin. Voilà, on commence tout de suite donc par l'intervention de Yaël. Merci. Bonjour à tous. Donc pour commencer cette heure de réflexion sur le PIB et sur son avenir, il m'a semblé important de rappeler quelques éléments sur le PIB et comment il est défini en comptabilité nationale. Donc historiquement, la comptabilité nationale, elle s'est développée dans les années 30 dans plusieurs pays occidentaux, avec l'idée que plus l'État voulait être interventionniste et plus il fallait être capable de mesurer les grands agrégats économiques du pays. Donc c'est là où s'est développée la comptabilité nationale qui vise à représenter toutes les opérations économiques qui sont réalisées sur un territoire. Pour cela, la comptabilité nationale actuelle met en place ce qu'on appelle un circuit économique. Et le PIB, ça va être le solde comptable clé de ce circuit économique parce qu'il va résumer l'ensemble de ce circuit. Donc le circuit économique consiste à dire que la production est à l'origine de l'activité économique. Et donc le PIB, suivant l'approche production, c'est ce qu'on appelle la somme des valeurs ajoutées. C'est toute la production sur un territoire auquel on retire les consommations intermédiaires. Cette production, donc, qui génère l'activité économique, engendre des revenus. Et donc ça, c'est l'optique du revenu, l'approche revenu. On considère que le PIB, c'est la somme de tous les revenus, donc à la fois les salaires, mais également les revenus des entreprises, qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, qui est proche du résultat d'exploitation pour ceux qui font de la comptabilité d'entreprise. Et l'ensemble de ces revenus, enfin, va être dépensé. Donc c'est la 3e approche du PIB, c'est l'optique des dépenses. On considère donc que le PIB, c'est aussi la somme de toutes les dépenses. Et donc les dépenses, c'est la consommation, l'investissement, les stocks. Et c'est aussi là qu'on met le solde commercial, donc les exportations moins les importations. Donc tout ça, c'est pour montrer que le PIB, il est donc au centre de ce circuit économique. Et que pour que toutes ces égalités comptables soient vérifiées, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs concepts qu'il va falloir mettre derrière. Par exemple, on peut regarder le salaire des fonctionnaires. Il va rentrer dans l'approche revenu en tant que salaire, un revenu des fonctionnaires. Il va également rentrer dans les dépenses puisque les fonctionnaires vont utiliser leur salaire. Et donc, a priori, il doit aussi rentrer dans la production. Donc se pose la question de est-ce qu'on va prendre la production
de l'État, des fonctionnaires dans la production totale. Et donc en fait, dans la comptabilité nationale, dans le cadre de la comptabilité nationale, on va ajouter ce qu'on appelle des ajustements conceptuels qui vont permettre de garantir la robustesse des comptes. Donc robustesse lorsqu'on veut faire des comparaisons au niveau international, mais aussi on pourrait dire robustesse entre donc secteur institutionnel, en fait, entre statut de l'agent producteur. On n'a pas envie que la production soit différente en fonction de si c'est l'État qui produit, une société, un ménage. Et donc tous les concepts qui sont liés à la comptabilité nationale essaient de rendre robuste la comptabilité nationale à ces changements. Mais la contrepartie, c'est qu'elle s'appuie du coup sur des estimations et que ces estimations peuvent faire qu'on s'éloigne de ce qu'on peut appeler l'économie plus concrète ou ressentie, qu'on peut vous lire sur des factures ou voir dans des déclarations fiscales. Donc pour vous donner un ordre d'idée et pour parler de ces principaux ajustements conceptuels, le PIB en 2017, il représente 2300 milliards d'euros. Sur ces 2300 milliards d'euros, il y a environ 30% qui vient de ce qu'on appelle les secteurs non marchands. Donc c'est l'État, les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales. Et pour ces organismes-là qui ne font pas de vente, on estime leur production comme étant la somme de leurs coûts. Donc c'est la somme de leurs coûts, ça veut dire les revenus, les consommations intermédiaires qui vont être utilisés pour définir ce qu'est la production de l'État, de ces secteurs non marchands. Il y a un autre ajustement conceptuel qui est régulièrement critiqué dans les médias, c'est celui qu'on appelle des loyers imputés, qui représentent à peu près 10% du PIB. Donc les loyers imputés, ça consiste à dire qu'un ménage propriétaire de son logement se reverse un loyer, on considère qu'il se fournit à lui-même un service de logement. Donc la raison pour laquelle on impute ces loyers est liée au fait qu'on veut que la production de logements soit indépendante du statut juridique du producteur. On ne veut pas que le PIB soit plus faible dans un pays où tout le monde est propriétaire de son logement par rapport à un pays au contraire où tout le monde serait locataire de son logement. Donc on impute ces loyers. De la même manière, on a également des redressements pour la fraude ou les activités illégales. Donc les activités légales comme la drogue ou la prostitution. Ça, c'est pour permettre des comparaisons entre pays, mais c'est également pour permettre l'égalité dans le circuit économique que j'ai décrit, puisque les revenus de ces activités légales peuvent être utilisés dans l'optique de dépenses. Donc, a priori, ça permet d'avoir des égalités plus justes, de les voir apparaître également dans la production et dans la dépense. Et enfin, le dernier exemple, qui commence à être plus petit pour son impact sur le PIB, ce sont les services d'intermédiation financière indirectement mesurés. Donc, en fait, c'est la production des banques. On considère que la production des banques, ce n'est pas uniquement ce qu'elle va facturer à ses clients, mais c'est également toute la rémunération qu'elle va pouvoir tirer du placement qu'elle va faire de nos liquidités. Et donc l'ensemble de ces ajustements conceptuels permettent de garantir la robustesse des comptes, de faire du PIB un solde majeur dans la comptabilité nationale, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas le changer. Et donc là, je vais rapidement évoquer les quelques pistes de changement qui sont débattues actuellement par les comptables nationaux, mais également par les économistes. Donc pour ça, il faut comprendre que les comptes nationaux s'inscrivent dans un cadre qui est défini par des manuels et des conventions internationales. Donc la comptabilité nationale, c'est vraiment un système complet. Ce n'est pas uniquement le PIB, ça décrit l'ensemble de l'économie, donc des opérations beaucoup plus larges et pas toujours pris en compte dans le PIB. Et donc cet ensemble de règles et de conventions se retrouve au niveau international dans ce qu'on appelle le système de comptabilité nationale, le SNA, qui est encouragé par les Nations Unies. Et au niveau européen, il se décline dans le système européen des comptes, le SEC, qui lui est un règlement européen. Donc à l'INSEE, on est contraint de le respecter et de le suivre. Et ces règlements, ils évoluent. Donc ils évoluent à la fois en fonction des besoins des utilisateurs, mais surtout en fonction de l'évolution de l'économie qu'ils sont censés décrire et des enjeux de société. Donc on a eu le dernier SEC sur lequel on s'appuie, c'est celui de 2010. Et là, on est en cours de réflexion sur un nouveau SNA qui engendrera un nouveau SEC dans les futures années. Et lors de ces réflexions, les principales pistes qui sont étudiées pour le changement donc concernent la mondialisation, la numérisation et le bien-être. Donc je vais rapidement les évoquer, je pense que ce sera plus décrit par les prochains intervenants. Donc pour la mondialisation, ça vient du fait qu'on a remarqué que le PIB irlandais en 2015 a augmenté de 26%, alors que l'emploi en parallèle n'a pas vu ce boom. Et donc après différentes enquêtes des comptables nationaux, on s'est aperçu que cette hausse était liée
à la relocalisation d'actifs immatériels par des grandes entreprises américaines. Donc, dit plus concrètement, c'est des GAFA qui ont relocalisé en Irlande leurs actifs de R&D, par optimisation fiscale certainement. Et donc tout ça, ça a engendré une hausse du PIB, mais on n'a pas forcément envie de dire que la production en Irlande a augmenté. Et donc ces questions-là entraînent des réflexions sur la définition de la propriété économique, qui, avec des économies qui sont de plus en plus mondialisées et qui ont des actifs qui sont de plus en plus immatériels, ont besoin d'être menées. La numérisation, c'est également une piste. Donc là, c'est la question de comment on tient compte des actifs et des services gratuits. Donc par exemple, Wikipédia, ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans les comptes a priori, puisque tout est gratuit, mais on voudrait peut-être le prendre en compte dans le PIB. Et enfin, le bien-être et la durabilité. Donc là, c'est toutes les questions environnementales, de santé, de bien-être, qui peuvent être débattues. Donc c'est les questions qu'on entend souvent. Si on consomme plus de boissons sucrées et de bonbons, le PIB augmente. Si on est coincé dans les embouteillages et qu'on consomme davantage d'essence, le PIB augmente. Donc c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir ou de prôner. Et donc pour conclure, donc j'espère vous avoir montré que le PIB c'est quand même un solde robuste, qu'il a été construit pour ça et que de toute façon il est incontournable pour la comptabilité nationale, donc il continuera d'exister. Et pour son avenir, on peut dire qu'il y a deux pistes différentes qui peuvent être privilégiées. L'une qui est actuellement privilégiée dans les discussions qu'on peut avoir, qui consiste en général à compléter l'analyse économique avec d'autres indicateurs que le PIB, ne pas garder que le PIB mais le compléter. Et la seconde piste, c'est celle qui consiste à vraiment faire évoluer les concepts pour le calcul du PIB, mais avec l'idée qu'il faut garder toutes les qualités du PIB actuel et en particulier sa robustesse. Merci beaucoup Yaël pour cette solide présentation. Donc vous avez tous compris que le PIB n'est pas un concept figé, mort, c'est un concept vivant. Simplement, c'est une vie qui est concertée entre un ensemble de pays parce que les normes sont proches. Enfin, il est voulu, il est désirable que les pays puissent se comparer les uns aux autres et pour cela que les normes d'évaluation du PIB soient les mêmes et que la vie du PIB, en quelque sorte, et son évolution, l'évolution de ce concept soit universelle parmi les grands pays. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, les changements de normes aboutissent parfois à des changements de niveau du PIB assez considérables. Hein. Pour parler de changements qui ont eu lieu sur les dernières décennies, le fait de considérer les dépenses en recherche-développement comme de l'investissement et plus comme des consommations intermédiaires, ou même les dépenses en équipement militaire comme des dépenses d'investissement et non plus comme des dépenses de consommation intermédiaire, ben ça a des conséquences considérable sur le niveau du PIB. Vous voyez, mais encore une fois, le PIB a une vie, est un concept vivant, c'est ce qu'il faut garder en tête. Et dans cette vie, il y a derrière un gros travail de réflexion et une prise en compte, bien sûr, des préoccupations sociales et économiques portées dans un ensemble de pays. Tu voulais rajouter un point ? Juste peut-être, quand on parle de croissance, c'est les évolutions du PIB en volume. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes impacts par rapport au niveau du PIB qui peut jouer avec ces ajustements conceptuels. Mais d'une part, et puis deuxièmement, quand on parle de croissance, c'est bien sûr à normes inchangées. Les instituts statistiques et l'INSEE se préoccupent de rétropoler des séries sur les dernières normes de façon à pouvoir faire des comparaisons dans le temps. À Xavier, donc, de prendre la parole. Ton micro n'est pas allumé. Pardon, c'est sans doute de ma faute. Alors, d'abord, je suis très honoré d'être dans cette session, en sandwich, comme tu l'as dit, Gilbert. Alors, très honoré et aussi très content, parce que, bon, d'abord très honoré parce que je suis entouré de deux spécialistes de la comptabilité nationale, de l'INSEE, avec tout le sérieux et la rigueur que ça implique. Et puis aussi parce qu'on parle de la comptabilité nationale. En fait, je ne sais pas ce qu'il en est exactement aujourd'hui à l'université, mais moi, quand j'ai fait mes études, la comptabilité nationale, ce n'était pas un sujet qu'on apprenait. C'est un sujet qu'on laissait aux comptables nationaux. C'est un sujet qui n'était pas intéressant.
Ça n'était pas dans le champ de l'économie. Et j'ai été initié à la comptabilité nationale, entre autres par Didier Blanchet d'ailleurs, et puis aussi dans un mouvement qui a commencé il y a quelque temps, mais dans lequel la commission Stiglitz, qui avait été lancée par Nicolas Sarkozy, a joué un rôle assez important, qui a remis les questions de réflexion sur à quoi sert la comptabilité nationale et comment il faut la construire pour qu'elle soit le plus utile possible au cœur de l'analyse. Et le fait qu'on en parle aujourd'hui, en fait, c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est que ce sujet qui était un sujet de cuisine, qui n'intéressait pas les économistes distingués, est maintenant un sujet sur lequel il y a de la lumière et dans lequel il y a des questions à traiter qui sont essentielles. Donc je vais ici vous raconter deux choses à propos du PIB. Le PIB qui est un instrument à la fois formidable et qui est indispensable. Et je vais prendre deux casquettes pour vous raconter ça. Ça va aller assez vite. La première, c'est l'utilisation qu'on a fait de la comptabilité nationale pendant la crise sanitaire, avec un certain nombre de leçons assez importantes. Et puis la deuxième, c'est dans le cadre de mes travaux sur la question environnementale, ma position de président de la commission environnement et développement durable au CNIS, dans lequel on est censé faire l'interface entre les besoins du public et les instituts statistiques, et en particulier l'INSEE, mais aussi le SDES du ministère de l'Environnement, des réflexions qu'il y a aujourd'hui sur le système statistique et la comptabilité nationale, et en quoi, au XXIe siècle, donc un XXIe siècle un peu angoissant, hein, c'est-à-dire un XXIe siècle où il y a des crises sanitaires qui se répètent et où on a la crise environnementale qui nous tombe dessus, donc dans lequel on a quand même beaucoup de choses à faire pour essayer de s'en sortir, et dans lequel, pour s'en sortir, on va avoir besoin d'instruments, mais d'instruments de combat. Donc voilà, c'est pas, enfin, quand on parle du PIB, on ne parle pas d'éléments conceptuels qui permettent d'intellectualiser la réflexion sur l'économie. Ce sont des instruments qui sont utiles aux politiques publiques conduites quotidiennement. Et sans le PIB, en fait, il n'y a pas de politique économique, et sans politique économique, il n'y a pas de société, il n'y a pas de démocratie. Donc, c'est une clé de voûte qui est extrêmement importante aujourd'hui. Alors, ces deux expériences. Le premier, c'est les besoins de la crise sanitaire. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui disent qu'il faut aller au-delà de la comptabilité nationale, au-delà du PIB. Il y a des choses très intéressantes dans aller au-delà, mais il ne faut pas penser que parce qu'il y a des réflexions sur aller au-delà, il n'est pas intéressant de rester dans le PIB. Donc, Yael vous l'a dit, je pense que je vais le répéter parce que c'est extrêmement important. Le PIB, ce n'est pas juste un chiffre, le produit intérieur brut. En fait, c'est derrière tout un tableau, mais même au-delà d'un tableau, c'est tout un ensemble de données qui servent à alimenter ce tableau et qui sont structurées, qui sont ordonnées et qui sont robustes au sens où il y a une cohérence dans ce que ce tableau mesure. En fait, ce tableau, il mesure des flux, et il mesure des flux entre des catégories d'agents. Et donc, en fait, c'est un objet assez riche. Alors, il mesure des flux, mais en fait, il ne mesure pas que des flux, il mesure aussi des stocks, puisqu'on peut avoir, en extension de la comptabilité nationale, une comptabilité de patrimoine ou une comptabilité des actifs physiques, qui est aussi extrêmement importante, et puis une dimension financière, qui est d'ailleurs conduite chez le futur ex-employeur de Gilbert, la Banque de France, et qui est aussi un élément extrêmement important. Alors, ça n'a été pas très important dans la crise sanitaire, encore que si quand même, parce qu'il y avait la question de l'épargne des ménages, mais ça a été décisif au moment de la crise de 2008, au moment de la crise financière. Alors, pourquoi on a besoin de cet instrument ? Parce qu'en fait, quand on est confronté à la crise sanitaire, une des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qui est touché par la crise sanitaire ? Et quelles sont les politiques publiques qu'on pourrait faire pour essayer de compenser ces personnes qui sont touchées par la crise sanitaire. Et donc, on a besoin d'avoir à la fois un cadre conceptuel sur qui est en quelque sorte... Enfin, vous voyez, il faut voir la crise sanitaire comme une espèce d'accident que personne n'a provoqué et contre lequel on souhaiterait s'assurer, mais ex post. Donc, on n'a pas pu s'assurer avant parce que personne n'imaginait qu'il pouvait y avoir une crise sanitaire. Vous vous rappelez les relations entre les assureurs et les restaurateurs pour savoir si la crise sanitaire était ou non un événement couvert par les assurances. On est dans un cas où généralement les assurances privées ne peuvent pas fonctionner. Donc on a besoin d'une assurance publique, et pour faire jouer cette assurance publique,
il faut être capable d'identifier qui a perdu, combien et pourquoi. Et une fois qu'on a identifié qui, combien et pourquoi, on peut mettre en place des politiques publiques qui vont viser à compenser ceux qu'on a identifiés, du montant qu'on a identifié, à condition qu'ils rentrent dans le cadre des bonnes raisons qu'on aurait identifiées. C'est-à-dire, en fait, c'est pas de leur fait s'ils ont perdu beaucoup, et donc on est légitime à les compenser. Et par ailleurs, on peut penser qu'en les compensant, on va mettre en place les conditions de la reprise et que ça va participer au bien-être général ensuite. Donc c'est essentiel. Donc pour faire ça, il faut être capable d'identifier ce circuit, il faut être capable de l'identifier avec un délai de temps qui est très court, parce que en fait, l'échelle de temps de ces politiques publiques, c'est quelques mois. En mars, on décide le confinement. En fait, fin avril, il faut avoir mis en place les premiers éléments de dispositifs de protection qui vont venir rassurer les entrepreneurs, les ménages. Il faut avoir commencé à calibrer combien on va mettre d'argent dans l'activité partielle ou le chômage partiel, qui va être un des piliers du soutien des revenus des ménages, mais aussi de la situation des entreprises. Il faut identifier très vite aussi tout ce qui n'est pas couvert par l'activité partielle, les indépendants, les ménages qui ne sont pas salariés, les ménages qui sont au chômage, les ménages qui vivent de minima sociaux, les ménages qui éventuellement sont dans une économie... alors, Yael en a parlé en parlant d'activité illégale. Bon, dans un certain nombre de pays, on appelle ça aussi une activité informelle, pour être moins légaliste, disons, que illégal. Il y a évidemment la prostitution ou le trafic de drogue, donc ça, ce sont vraiment des activités illégales. Mais si on pense par exemple au babysitting, ou à beaucoup d'activités que les étudiants conduisent, ce sont des activités informelles que l'URSSAF ne va pas traquer et ne va pas chercher à identifier pour pouvoir prélever des cotisations. Donc on laisse faire, il y a une forme de jurisprudence en quelque sorte qui dit dans ce cas-là, on ne va pas recouvrer des cotisations sociales, on ne va pas faire payer d'impôts sur le revenu, mais on le laisse faire. Et ça, pendant la crise sanitaire, c'est des revenus qui ont disparu. Donc ça a des conséquences sur la vie d'un certain nombre de gens. Alors on peut dire, bon, c'est illégal, on ne va pas le compenser parce que c'est illégal. Maintenant, voilà, regardez ce qui s'est passé en Italie. L'économie informelle dans certaines zones est extrêmement importante pour la vie des gens. Et on ne peut pas juste dire, en fait, c'est illégal, ça ne nous intéresse pas. Donc il faut voir vite pour pouvoir ensuite agir. Et pour ça, en fait, si on doit donner une injonction à la construction de la comptabilité nationale, c'est ne changez rien au concept. Les concepts, ils sont bons, ils sont solides, ils sont robustes. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est améliorer la vitesse à laquelle on a les informations, et il faut améliorer la granularité avec laquelle on a les informations. Savoir que les ménages, dans leur ensemble, pendant la crise, ont gagné 10 milliards d'euros entre l'année 2020 et 2021, c'est à peu près ce que nous dit aujourd'hui la comptabilité nationale, ou qu'ils ont épargné 150 milliards d'euros, c'est ce que nous disent les comptes financiers, mais aussi la comptabilité nationale. C'est utile, mais ça masque derrière des disparités qui sont essentielles pour la conduite des politiques publiques. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose à tirer comme leçon de la crise sanitaire, c'est qu'il faut mieux voir, plus vite et plus fin. Et surtout ne pas changer le concept. Parce que le concept, il est solide, il est robuste, il est un peu comme un 4x4. Il n'est pas très confortable, mais il est capable de passer à travers un terrain cabossé. Et c'est ça qu'on veut, en fait. On a besoin de cette robustesse et de cette solidité. Bon, la deuxième leçon, c'est... Alors, on a travaillé il y a quelques années avec Didier à la commission Stiglitz, et donc on a beaucoup travaillé sur la question d'aller au-delà du PIB. Il s'est passé des tas de choses depuis, et en particulier, il y a une espèce de révolution technologique, informatique, avec l'open data, mais aussi la construction et la diffusion et l'utilisation de bases de données avec des individus qui sont dans ces bases de données, soit des bases de données construites par échantillonnage, par exemple l'enquête emploi ou l'enquête budget des familles, donc, qui sont deux enquêtes qui existent depuis très longtemps, mais leur diffusion et leur utilisation systématique par la communauté des chercheurs, par celle des statisticiens est assez récente. Et puis, il y a des nouvelles données qui sont arrivées,
avec là aussi soit des données exhaustives, on peut penser par exemple aux transactions dans l'immobilier, avec la base données de valeur foncière, soit des données aussi construites par échantillonnage, qui nous permettent d'avoir une vision très détaillée. Alors là, c'est même pas qu'on peut découper en catégories de ménages plus fines, c'est qu'en fait, on peut quasiment décrire des parcours pour chacun des ménages. Ou, si on veut, on peut avoir des catégories qu'on va pouvoir reconstruire de façon ad hoc. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on réfléchit à ce dont on a besoin pour la question de la transition environnementale sur le plan de la comptabilité, OK, on a besoin d'être capable de donner des prix implicites à la nature, au carbone. On est capable d'étendre, enfin, il faut qu'on soit capable d'étendre la notion de stock de capital pour intégrer dans le stock de capital physique d'autres choses que simplement ce qui est produit, mais aussi ce qui est le capital, ce qu'on appelle le capital naturel. C'est pas un très beau mot, mais enfin, le capital naturel et les dommages qu'on peut faire à ce capital naturel. Donc tout ça, c'est des choses qui sont nécessaires. On a aussi besoin d'intégrer dans la mesure du bien-être d'autres éléments que le revenu monétaire. On a besoin d'avoir des éléments qui mesurent la santé, qui mesurent le stress, qui mesurent la satisfaction dans sa vie. Donc tout ça sont des éléments qui sont essentiels. Mais en fait, si on veut permettre aux politiques publiques de la transition de se faire, ce dont on a surtout besoin, c'est d'être capable d'avoir une information solide sur ce qui se passe dans la vie des gens, dans la vie des entreprises. D'abord pour pouvoir identifier, quand on augmente le prix de l'essence, qui paye plus cher. Et quand on va vouloir faire des politiques de compensation, qui on doit compenser. On ne peut pas compenser tout le monde, donc il va falloir choisir. Mais pour choisir, il faut savoir identifier qui dépense beaucoup d'essence pour se déplacer, et éventuellement même aller un cran plus loin en disant qui dépense beaucoup d'essence et ne peut pas faire autrement. Et pour répondre à la question ne peut pas faire autrement, il va nous falloir une information très fine sur la vie des gens. Mais c'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour les bâtiments, c'est vrai pour l'état du stock de machines utilisées dans les entreprises ou pour les bâtiments qui sont utilisés dans les entreprises. Et là, on n'a pas juste besoin de savoir combien il y a de machines dans les entreprises. Il nous faut savoir catégorie de consommation d'énergie par catégorie de consommation d'énergie, destination de produit par destination de produit, comment ces actifs existent. Ça, c'est pour déjà connaître le paysage et pouvoir être capable de faire des politiques à la fois d'en évaluer les conséquences et les compensations. J'ai bientôt fini. Et dernière chose qu'il faut être capable de faire, c'est qu'on va mettre en place des politiques publiques. Mon ami Mathieu Glachan travaille beaucoup sur ces questions. Il faut être capable de les évaluer, parce qu'en fait, on s'aperçoit que beaucoup de politiques publiques qu'on met en place ne conduisent pas au résultat qu'on attendait. Parce que la vie est compliquée, les gens ne perçoivent pas les dispositifs comme on les conçoit, parfois ils les détournent, parfois ils ne peuvent pas, parce qu'on a oublié un élément. Et donc, évaluer a posteriori l'impact des politiques, c'est extrêmement important. Et donc ça veut dire que non seulement il faut connaître qui a une voiture et comment il l'utilise, mais il faut être capable de le suivre dans les années qui viennent, quasiment en temps réel, pour pouvoir ajuster ces politiques publiques. Et ça, c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour les actifs productifs, c'est vrai pour les bâtiments. Donc là, il y a un travail extraordinaire et une révolution à produire pour arriver à ce degré de finesse et de granularité et de temporalité qui fait qu'on aura les armes pour pouvoir survivre au XXIe siècle. Merci beaucoup Xavier de nous avoir montré d'une part à quel point la mesure du PIB était indispensable, incontournable, et d'autre part le fait qu'elle devait être complétée par de multiples indicateurs pour une bonne conduite de la politique économique. Didier, à toi. Merci. Les slides vont commencer, c'est bien, merci. Donc bonjour à toutes et à tous, et puis merci donc de l'invitation à cette session, dont le titre aurait pu paraître peut-être un peu interpellant, voire même provocateur à certains, parce que peut-être l'idée c'était d'attirer un peu les curieux, voir comment on allait arriver à défendre ce PIB qui est si décrié, parce qu'il a tendance à jouer le rôle de bouc émissaire par rapport à beaucoup de problèmes qui se posent à nos sociétés.
La critique du PIB n'est plus que l'apanage d'un petit bataillon de critiques traditionnelles qui mettent en cause l'essentiel, l'ensemble de ses fondements. J'ai juste pointé, je ne l'ai pas entendu en direct, mais j'ai vu sur Twitter que Patrick Artus a dit dans une session qu'on allait sortir de l'économie publique, du PIB, pardon, et rentrer dans l'économie du bien-être, donc ce qui allait nous imposer de prendre en compte les externalités tant environnementales que sociales. Donc la question c'est celle-là, c'est s'il a raison, et moi je pense qu'il a raison, quelle place encore pour le PIB dans ce nouveau contexte. Et alors là-dessus, ça va m'obliger un peu à marcher sur une ligne de crête entre la défense et puis la critique. Alors, face à ces mises en cause du PIB, il y a 2 points dans le sens de la défense que je veux mettre en avant. Alors, d'une part, et ça va, je ne vais pas développer beaucoup parce que finalement, c'est ce qui est bien ressorti des 2 exposés précédents, c'est qu'il faut pas. Il y a le PIB d'un côté et puis la comptabilité nationale de l'autre. Et donc, l'arbre qu'on critique tant ne doit pas faire oublier la forêt. Donc, l'importance d'aller voir derrière le PIB. Là, j'ai mis derrière le PIB. Xavier a plutôt dit à l'intérieur du PIB. Enfin, c'est la même idée. Et effectivement, au cours de la crise, on a bien vu, par rapport à ces gens qui disent le PIB, la comptabilité nationale, donc par extension, on pourrait s'en passer. On a bien vu à quel point c'était quelque chose d'indispensable. Et puis d'autre part, quand même rappeler qu'on peut s'intéresser à un indicateur. Ce qui est surtout critiqué, c'est l'utilisation du PIB comme objectif des politiques publiques. L'idée que voilà, toutes nos actions, toutes les actions publiques seraient gouvernées par l'objectif de maximisation de ces indicateurs. En fait, il faut faire la distinction entre l'indicateur qui mesure quelque chose et puis l'indicateur en tant que cible. C'est pas parce qu'on s'intéresse au PIB qu'on pense que sa maximisation est l'objectif exclusif. D'ailleurs, ce n'est pas le cas en pratique, sinon on n'aurait jamais inventé ni les congés payés ni la retraite. Donc c'est un peu exagéré de dire que les politiques publiques sont uniquement gouvernées par ces indicateurs. Mais pour autant, donc c'est l'autre versant de l'exposé, il ne faut pas minimiser et éluder les questions qu'il soulève. Et puis c'est vrai que la question de le compléter efficacement est de plus en plus pressante. Alors la conclusion que j'aurais, un peu comme Xavier, c'est que ce n'est pas forcément aux comptables nationaux de répondre à toutes ces questions autour du PIB, mais il faut qu'ils trouvent la bonne façon de s'insérer dans ce débat qui est plus large que ce que eux sont en mesure de décrire. Alors les questions sur le PIB, en fait on peut dire qu'il y a des questions sur les 3 lettres du mot, là, sur le P, sur le I et sur le B. Alors le PIB, il est bon, ça a été rappelé, donc il est traditionnellement attaqué sur le fait de ne mesurer ni le bien-être ni sa soutenabilité. Pour ce qui est de la soutenabilité, on peut dire que c'est un problème du B, parce qu'on a un indicateur brut qui ignore tout ce qui est détruit par les activités courantes. Alors là-dessus, la réponse traditionnelle des comptables nationaux, c'est de dire, bah oui, d'accord, on sait tout ça, on le sait même depuis le début, depuis que la comptabilité nationale a été inventée. On ne prétend pas mesurer ça, ce qu'on prétend mesurer, c'est la production, un concept qui est réputé clair et parfaitement robuste. Mais des problèmes, il en apparaît aussi sur ce P. Et ça a été assez bien révélé par le contexte d'avant-crise, avec tout. Alors, ce qu'on a appelé le mot n'a pas été cité, mais il y a eu un débat dans la littérature internationale, un petit peu moins en France, mais enfin, il y a aussi des auteurs qui s'y sont intéressés. Le débat sur le mismeasurement de la croissance, le fait qu'on a plein d'évolutions technologiques avec les technologies numériques dont on a l'impression qu'elles ne sont pas bien répercutées par la comptabilité nationale, le cas limite étant celui des services qui sont fournis de manière gratuite. On a parlé de Wikipédia. Là, je prends un exemple de citation pour montrer qu'effectivement, la critique du PIB, du coup, elle n'est plus l'apanage d'un petit bataillon de critiques historiques du PIB, disons. Feldstein ne peut pas être trop suspecté d'être anti-PIB a priori, mais donc il avait eu cette phrase dans un article, c'était du Journal of Economic Perspective, là, qui dit que la mesure officielle du PIB ne réalise même plus ce qu'elle prétend faire, à savoir mesurer la production. Donc c'est forcément un petit peu interpellant pour les comptables nationaux de voir ça dit par un économiste ayant pignon sur rue. C'est un débat sur lequel les comptables nationaux n'ont quand même pas été 100% à l'aise, il faut bien l'admettre, parce que du coup, ça les met un peu au pied du mur, essayer de bien expliquer qu'est-ce qu'ils appellent production, comment ils la calculent. Donc, c'est pas évident. Et puis là-dessus, c'est greffé cette affaire irlandaise, donc j'ai pas besoin de l'expliquer en détail, puisque Yael vous l'a présenté. C'est la question de savoir qu'est-ce qui reste de lui dans un PIB qui peut faire des bons pour des petits pays comme l'Irlande, au gré des stratégies d'optimisation fiscale de firmes multinationales. Alors, je vais prendre les 3 problèmes du P, du I et du B dans l'ordre. Sur la production, est-ce que c'est vraiment un concept robuste? Je crois qu'il y a besoin, par des comptables nationaux, d'un petit peu d'introspection, de réflexion sur le sujet. Alors, c'est un concept important. Quand je dis relativiser la notion de production, on me dit, mais vous n'y pensez pas, il faut quand même rappeler aux gens qu'il ne peut pas y avoir ni bien-être ni soutenabilité s'il n'y a pas d'activité productive. Donc, c'est important de mesurer tout ça. Donc, effectivement, c'est un concept très, très important. Je ne nie pas du tout la chose. Et puis, d'autre part, la production reste bien un objet mesurable pour un grand nombre d'activités, donc il ne faut pas se priver de le faire.
Mais c'est vrai qu'on a une part croissante d'activités qui sont difficiles à quantifier, donc tout ce qui est issu de l'économie matérielle. Et puis surtout, le problème n'est pas tant la notion de production que l'idée que c'est facile de concevoir un indice agrégé de la production. Parce que quel sens donner à l'agrégation de production de formes qui sont de plus en plus diverses? C'est une question qu'on a pu se poser pendant la crise, parce qu'on a finalement, ce qu'on a fait, on a continué sur l'ancien. Enfin, Xavier a beaucoup insisté sur justement la façon dont la comptabilité nationale a permis de rentrer dans les détails, donc de regarder secteur par secteur, et c'est en ce sens-là qu'elle est vraiment irremplaçable. Par contre, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question naïve de savoir ça veut dire quoi additionner des heures d'enseignement à distance ou sur place, des séjours en soins intensifs, des productions d'avions, des repas au restaurant, sans parler de ces fameux services de logement autoproduits qui, eux, continuent quoi qu'il arrive. Tant ces différents postes recouvraient des problématiques différentes. Donc là, c'est typiquement à l'intérieur du PIB qui est intéressant. Alors la réponse usuelle que vous trouverez dans les manuels de comptabilité nationale, et c'est là-dessus je pense qu'on a besoin quand même d'un peu de réflexion, c'est de dire il faut quand même, on aime bien avoir des indicateurs globaux, hein. Il y a eu beaucoup ce débat sur la commission Stiglitz, savoir, voilà, on a besoin quand même d'indicateurs phares et savoir un peu quel est le nombre maximum d'indicateurs qu'un décideur de très haut niveau peut avoir simultanément dans son champ de vision. Donc pour la production, il faut un agrégat, et puis pour agréger toutes ces choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, des choux et des carottes, eh bien, les prix ou les cours relatifs, ce sont la clé de l'agrégation adéquate parce qu'elle révèle les utilités de ces différents biens et services pour le consommateur final. Alors, ce n'est pas évident d'être complètement satisfait de cette réponse. Alors le problème qu'il pose, c'est que les comptables nationaux ont dit le bien-être, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre sujet. Et puis finalement, pour justifier la façon dont ils agrègent les choses, ils renvoient quand même au concept d'utilité. Alors on va me dire l'utilité, c'est un concept un peu plus restrictif que le bien-être, mais il y a quand même des liens. Et l'hypothèse implicite qui est faite dans l'affirmation que je vous ai donnée, c'est la confiance au marché pour révéler l'utilité de toutes ces choses qui sont produites. Et ce faisant, on se trouve un peu dans une contradiction, parce que les comptables nationaux aiment bien dire qu'ils sont neutres, qu'ils sont ni keynésiens, ni néoclassiques, ni marxistes, ils se contentent de mesurer des choses. Mais pour prétendre que le PIB, l'agrégat, utilisant les prix de marché comme représentatif de la production, c'est faire une hypothèse que les marchés sont efficaces et révèlent effectivement parfaitement cette utilité. Donc on sort bien de cette idée qu'on est sans a priori sur le bon ou le mauvais fonctionnement de l'économie. Alors, jusqu'à quel point est-ce que c'est grave ça? En fait, non, pas tellement, parce que Yael vous a rappelé qu'il y a trois visions du PIB ou de la comptabilité nationale. Il y a l'approche production, l'approche revenu et l'approche demande. Je ne vais pas parler de l'approche demande, mais l'approche revenu, elle nous aide beaucoup, parce qu'elle, par contre, elle est beaucoup plus lisible, au moins pour ce qui est de la part marchande du PIB. Sur le non marchand, c'est plus compliqué. On pourra y revenir éventuellement. Ce qu'on peut dire du PIB, c'est que finalement, ce qu'il agrège plutôt que des choux et des carottes, ce sont les revenus qui sont issus de l'ensemble de ces productions, sans présager forcément des utilités relatives aux contributions au bien-être. Et l'utilité d'une telle mesure est indiscutable. Et encore une fois, dans la crise, c'est ça qu'on a vu. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas le nombre de repas au restaurant, c'est comment il a évolué, le chiffre d'affaires des restaurateurs et de quel type de soutien monétaire ils allaient avoir besoin. Donc voilà, je crois que c'est les comptables nationaux. On a vu que c'est un système qui est quand même difficile à faire bouger. Le système de comptabilité nationale, il faut que tous les pays se mettent d'accord, ça prend beaucoup de temps, etc. Mais on a des possibilités qui sont plutôt de jouer un peu sur les différentes lectures qu'on peut avoir du concept. Et je crois que la lecture revenu est intéressante à pousser. En tout cas, elle est plus facile à vendre. Moi, j'ai toujours trouvé plus facile d'expliquer ce que mesure le PIB dans cette perspective. Pour ce qui est de la production, il faut être plus modeste. Je crois qu'il faut reconnaître que le PIB, c'est une certaine façon de quantifier une certaine partie de la production, celle dont on mesure les prix pour le PIB marchand ou qu'on peut mesurer indirectement par les coûts pour le non marchand. Mais pour ce qui est du marchand, pour ce qui est de tout ça, c'est sous des hypothèses d'efficacité des marchés et d'optimalité des choix collectifs sur le non marchand, dont il faut admettre qu'elles puissent faire débat. Sur le I, là j'ai un seul slide, ça s'est surajouté par rapport à ces problèmes sur la production. Parce que quand vous avez une production qui est opérée par une multinationale, produit quelque chose en faisant travailler des facteurs de production qui sont situés dans différents pays. Comment dire où a été produite quelle part de l'output final? En fait, la théorie économique, elle ne vous donne aucune réponse à cette question. Les fonctions de production, ça vous montre que voilà, le produit final, c'est quelque chose qui est complètement différent de ses composantes. Et on ne peut pas dire il y a telle partie qui a été produite dans tel pays, telle partie qui a été produite dans tel autre. C'est a fortiori le cas quand vous avez des facteurs immatériels qui produisent depuis nulle part. Donc on a des problèmes avec cette notion de comptabiliser une production, de localiser géographiquement la production.
Par contre, les revenus, ça, on sait dire où ils arrivent. Et effectivement, ce qui s'est passé en Irlande, c'est qu'on a des revenus qui ont débarqué tout d'un coup parce que des actifs immatériels ont été relocalisés là. C'était intéressant à mesurer. On aurait pu dire, les comptables nationaux irlandais auraient pu faire en sorte que ça ne se voit pas sur leur PIB. Mais je pense qu'on aurait raté quelque chose parce que ce plus 25%, ça a quand même été un choc qui a fait beaucoup pour la réflexion sur la taxation des multinationales. Ce qu'il faut, c'est, dans cette logique revenu, parce qu'effectivement, il y a des revenus, il y en a qui sont plus ou moins baladeurs, il y en a qui sont plus ou moins directement attachés aux gens qui travaillent sur place, de faire la part des deux. Effectivement, c'est dans cet esprit-là qu'il faut aborder la question de la propriété économique qui était évoquée dans un des slides de Yael tout à l'heure. La question, c'est de savoir, voilà, dans ces revenus, il y a une partie baladeuse qui peut passer d'un pays à l'autre au gré des incitations fiscales. Et puis, ce qu'on veut mesurer de façon intérieure, c'est la part qui revient vraiment aux résidents de chacun des pays. Sur le B, c'est mon avant-dernier slide, la soutenabilité, je crois que c'est là que la demande de complétion du PIB est la plus pressante et on peut la voir comme un cas particulier des limites des signaux prix. Donc les questions d'externalité, là, qui étaient citées dans la phrase d'Artus que je vous ai donnée tout à l'heure. Les prix, effectivement, ils révèlent le consentement marginal à payer, donc l'utilité des différents biens qu'on agrège pour le consommateur direct, mais ça ne révèle pas les utilités pour les autres agents, qu'ils soient contemporains ou futurs. Donc la soutenabilité, c'est plutôt un problème du point de vue des autres agents futurs, et c'est de ça qu'on aurait besoin pour une vraie mesure de la production nette. Alors par rapport à ça, quelle réponse? Je pense qu'il faut évoquer une réponse très très ancienne, mais qui continue une idée qui réapparaît régulièrement, c'est la fausse bonne idée du PIB vert, l'idée d'avoir le chiffre unique. Le PIB n'est pas assez vert, donc il va suffire de le greenwasher là, pour qu'il nous donne le bon message. Pourquoi ça paraît paradoxal de dire que c'est une mauvaise idée, mais c'est assez simple à comprendre. Imaginez, vous avez un pays qui produit 100 et qui pollue pour quelque chose qu'ils font compter pour moins 50. Imaginez un deuxième pays qui produit 70 et qui pollue pour moins 20. Vous allez calculer les PIB verts des deux, ça sera 50 dans les deux cas. Et donc votre message, ça va être de dire ces deux pays ils sont équivalents, alors que justement, vous avez envie de montrer en quoi ils sont différents, en quoi le deuxième est plus vertueux du fait de ne polluer que pour moins 20 au lieu de moins 50. Donc le problème, et on retombe un peu sur les limites de l'agrégation que j'évoquais tout à l'heure, il ne faut pas systématiquement vouloir tout agréger, et particulièrement dans ce domaine de la soutenabilité, c'était un peu un des messages qu'on avait essayé d'avoir dans la commission Stiglitz, il faut séparer les questions de mesure du bien-être de la production courante et la question de la soutenabilité. La soutenabilité, elle doit faire l'objet d'indicateurs dédiés, et du coup, là je suis assez d'accord avec Xavier, ces indicateurs dédiés, donc des indicateurs de variation de stock d'actifs naturels, dépréciation de ces stocks d'actifs naturels, il ne faut pas avoir l'obsession du tout monétaire et vouloir les exprimer dans des unités qui soient commensurables au PIB, ce qui nous place bien à côté ou au-delà du PIB. Ça ne veut pas dire que les comptables nationaux doivent se désintéresser de la question. J'en soulève une par exemple. Si on arrive, comme je l'espère, à prendre le virage du verdissement, qu'est-ce qu'il faudra attendre de la comptabilité nationale dans la description de ce phénomène? Est-ce qu'il faut surtout mesurer le coût de ce verdissement, puisque maintenant on prend de plus en plus conscience que voilà, ça ne va pas être un repas gratuit, il va falloir payer. Donc ça sera plutôt une approche pouvoir d'achat du revenu, mais donc le message sera que voilà, on verdit, mais en termes de pouvoir d'achat du revenu des ménages, il y a on l'a bien vu au monde des gilets jaunes et tout, il y a des problèmes. Mais on pourra avoir aussi un indicateur qui nous dira quand même que ce verdissement, c'est une bonne chose, donc ne pas avoir que des messages négatifs. Là, je n'ai pas de réponse définitive sur le choix. Enfin, le problème, c'est qu'on a deux choses à décrire, donc il faut au minimum 2 indicateurs de toute manière. Voilà, un petit slide de conclusion avec, je pense qu'on peut concilier défense du PIB et prise en compte des nombreuses questions qui soulèvent. C'est un chantier que les comptables nationaux ne peuvent pas assumer seuls, donc c'est bien que les économistes se réintéressent à la question. Si je peux me permettre une petite séquence publicitaire, c'est-à-dire une chaire académique devrait bientôt se lancer à l'École d'économie de Paris, à laquelle l'INSEE sera un des contributeurs principaux, qui devra aborder ces sujets à la fois sous les angles conceptuels et aussi sous l'angle du timing de la production des chiffres, là, qui est un autre sujet qu'a abordé Xavier. En l'état, je crois que ce qu'on peut faire à minima avec l'édifice des comptes tel qu'il existe, c'est essayer de clarifier ce qu'on mesure et puis bien situer la place du PIB dans l'ensemble des comptes. Comme je l'ai dit, il ne faut pas toujours vouloir tout additionner, donc il faut peut-être renoncer à la prééminence de l'agrégat pour aller voir dans les détails. Et puis il y a cette question du dosage entre les lectures, revenus et production. Et puis pour ce qui est du au-delà du PIB, la difficulté, c'est un peu d'organiser la description de tout ce qu'on met autour de lui. Donc il faut mettre des choses autour. Le problème, c'est que si on en met trop, on arrive à
plus rien voir. Donc, ce qui s'est fait entre autres depuis le rapport Stiglitz, c'est la production de ce que les Nations Unies appellent la liste d'indicateurs du développement durable, qui sont au nombre de 230 en tout. Face à une telle multitude, le PIB il reste très très visible parce que il restera un peu l'indicateur phare tant qu'on n'aura pas su mieux structurer au-delà du PIB, qui est effectivement très multidimensionnel, mais qu'il faudrait quand même arriver à résumer à quelques messages saillants. Merci. Merci beaucoup Didier. Alors, je n'ai aucune question qui s'affiche et c'est peut-être la mesure de mon incompétence. Donc, si des personnes ont des questions, je leur demanderai de les poser avec beaucoup de souffle et je les répéterai pour qu'elles soient audibles. Et alors, pour que les gens qui veulent poser des questions puissent se préparer à cet exercice musclé, je vais amorcer les questions par une question à Yael pour bien montrer que cette mesure du PIB est quand même normative. Ce qu'elle a évoqué tout à l'heure, vous voyez, la volonté, le désir d'une neutralité dans la mesure du PIB entre une structure locataire-propriétaire pour les logements. Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser exactement la même question concernant le travail domestique que j'évoquais tout à l'heure, selon qu'il est non marchand, qui se fait à l'intérieur du ménage, ou selon qu'il est marchandisé. Et là, on n'a pas cette neutralité dans la mesure du PIB. Donc pourquoi ce souci de neutralité dans un cas et pas le souci de neutralité dans l'autre? Alors déjà, je peux dire que ça fait partie des sujets des pistes de réflexion au prochain SNA, la prise en compte des services domestiques. C'est un sujet un peu plus complexe que les loyers, pour plusieurs raisons. Donc j'enlève toutes les questions de mesure, parce qu'évidemment, c'est plus facile d'estimer un loyer pour un bien mobilier en fonction de ses caractéristiques que de mesurer les services domestiques. Mais il y a des questions vraiment théoriques de qu'est-ce qu'on prend en compte dans les services domestiques, en particulier le partage entre loisirs et contraintes. Quand on cuisine, est-ce que c'est uniquement parce qu'on est obligé de manger ou est-ce qu'il y a derrière un loisir? Quand on fait du jardinage, quand on fait du bricolage, derrière, il n'y a pas juste une notion de production, mais également, il peut y avoir une notion de loisir. Donc ça, a priori, ça ne doit pas être pris en compte dans le PIB. Donc comment faire ce partage? Et après, il y a aussi la question du prix qu'on met derrière, qui est pas évident. Comment est-ce qu'on évalue une heure de cuisine? Est-ce qu'on dit que ce serait le prix qu'on pourrait avoir d'une livraison? Est-ce qu'une heure de babysitting de ses propres enfants, c'est le même prix que si on louait quelqu'un qui fait du babysitting, même si la personne, elle est plus qualifiée ou au contraire moins qualifiée? Donc toutes ces questions se sont posées. Ça n'a pas encore été décidé au niveau de la comptabilité nationale, mais voilà, c'est ouvert aux discussions. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions, interrogations, remarques? Excusez-moi, vous avez fait preuve d'aucune incompétence. C'est moi qui ne vous ai pas transmis une question que j'ai reçue du public. Alors, un instant. Donc, question de Claude. Le PIB n'intéressait naguère que les comptables puis aux économistes. Comment faire pour qu'il intéresse le grand public afin que l'on ne l'intéresse qu'avec un nouvel indicateur mesurant le bien-être? Est-ce que vous voulez que je vous donne d'autres questions? Oui, on va en prendre 2, 3. J'en ai une autre. Le PIB, une mesure d'avenir. Question de Arthur Roussel. Qui a créé le PIB et pourquoi a-t-il été créé à la base? S'il y a d'autres questions dans la salle, levez la main. Voilà, alors pour la première question, Xavier peut-être, et avec un petit complément de Didier. Pour la deuxième question, là c'est plus les comptables nationaux, en tant que comptables nationaux, qui sont interpellés. Donc, Yael. Sur la première question, il faudra un complément de Yael ou de Didier, parce que il y a tout le travail que fait l'INSEE pour communiquer sur les chiffres du PIB et sur les données produites par la comptabilité nationale. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est de savoir comment on peut faire pour intéresser le grand public au concept de produit intérieur brut ou à la comptabilité nationale. Comment on peut faire pour que les citoyens s'en emparent? Bon, c'est une question qui est importante. C'est pas la seule question, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que c'est un peu comme le compteur de vitesse dans une voiture. Ça sert au conducteur d'abord. Et donc, cette information, elle doit être utilisée par le conducteur de la voiture. Alors, le conducteur ici, ce sont ceux qui font les politiques publiques ou qui conseillent ceux qui font les politiques publiques ou ceux qui critiquent ceux qui font les politiques publiques. Donc, ça fait quand même beaucoup de gens qui sont intéressés.
Et là, de ce point de vue-là, à mon avis, non, peut-être que Didier et Yael auront des visions différentes, mais à mon avis, le rôle fondamental de l'INSEE, c'est de donner une information disponible à ces gens-là, qui soit utilisable, facile d'accès, solide, qui soit pas entaché d'erreurs, qui soit documentée, qui soit précise, et donc du coup qui est un peu austère dans sa forme, fatalement, parce que derrière il y a quand même beaucoup de sérieux, on va dire, des normes, des process, voilà. Donc ça c'est une chose. Alors ensuite, dans une démocratie, l'accès aux données, aux chiffres, il est essentiel. Et une démocratie, elle peut être vivante que si tout le monde peut s'informer, peut comprendre et peut accéder à ces informations. Alors, il y a des tas d'efforts qui sont faits sur le site de l'OCDE, par exemple. Je vais parler du site de l'OCDE pour ne pas parler de celui de l'INSEE. Mais encore une fois, Didier et Yael en parleront aussi. Moi, il y a des tentatives que je trouve sur le site de l'OCDE, vous regarderez, par exemple, il y a des indicateurs sur le bien-être que je trouve un peu naïfs. Et je ne suis pas sûr que ça serve véritablement l'appropriation, parce que c'est des discours qui sont parfois un peu lénifiants. Alors, il y a un site peut-être qui a une approche assez intéressante sur ces questions-là, c'est, moi je trouve, le site de la Banque Centrale Européenne, dans lequel il y a des présentations assez pédagogiques sur un certain nombre de concepts qui ne sont pas simples, sur la question des comptes financiers, sur la question des circuits monétaires, sur la question de la monnaie, sur la question de la conduite de la politique monétaire. Et je vous invite à les regarder. Il y a des choses qui sont assez bien faites, qui prennent pas les gens, enfin qui prennent les gens au sérieux, on va dire, et qui sont assez pertinentes. Voilà. Alors c'est des choses qui sont utiles, mais pour citer Max Weber. On a besoin d'intermédiaires entre les statistiques, les concepts qui sont derrière et le grand public. Et donc cette pédagogie, elle est aussi le fait de gens qui vont utiliser ces statistiques. Alors là, du coup, le déficit de pédagogie, il revient à des gens comme moi ou comme Gilbert dans nos travaux dans lesquels on essaye de s'adresser à un public large. D'être assez utile et assez pédagogique dans l'utilisation de ces chiffres. Merci Xavier, puis merci aussi de faire une telle publicité pour le site de l'Eurosystème. C'est pas mon habitude. Et la BCE, mais donc voilà. Vraiment, ça vient du fond du cœur. Je trouve que c'est bien. Didier, tu veux rajouter un petit mot ? Juste en complément, c'est peut-être pas tellement le PIB sur lequel on a besoin de communiquer davantage, parce que j'ai l'impression que lui, par contre, tout le monde là dans son champ de vision, là, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il faut plus trop trouver une façon que les gens s'intéressent davantage à ce qu'il y a derrière, et ça leur éviterait un peu des jugements à l'emporte-pièce sur ce que cet indicateur ne fait pas, de voir tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui peut être utile. Mais alors le problème, c'est ça. Il y a un peu un dilemme pour les statisticiens entre proposer une information simple qui se résume à un chiffre, et dans ce cas-là, voilà, c'est relativement vite fait, ou bien présenter quelque chose qui est très complexe, mais très vite on vient vous dire, bah oui, mais ça fait trop de chiffres à la fois, donc on ne sait plus ce qu'il faut penser, donc on a un équilibre à trouver entre les deux, et on a ça dans d'autres domaines, mesure du chômage pour tout un tas de choses, ou mesure de l'inégalité des revenus, par exemple. L'inégalité des revenus, c'est quelque chose d'également très multidimensionnel. Quand je vous ai parlé de ces indicateurs du développement durable et qui sont au nombre de 230 ou quelque chose comme ça, c'est un exemple de là où on a plutôt choisi de répondre au sujet avec beaucoup de chiffres, mais du coup il reste un peu caché parce que voilà, il y en a tellement qu'on ne sait pas par quel bout les prendre. Sur les origines de la comptabilité nationale, c'était la grande crise des années 30 surtout, là, et du coup on s'est retrouvé un peu aux origines, donc c'est pour ça que la comptabilité nationale elle a repris un peu des couleurs là sur l'année écoulée, parce que c'est exactement pour ce genre de contexte de crise extrême qu'elle avait été conçue au départ. Et puis après, le gros de son développement, il a quand même été porté par la macroéconomie keynésienne. À l'époque, l'idée, c'était que le PIB, c'était important à suivre parce que c'était ça qui déterminait l'emploi. L'idée que le PIB tire l'emploi, donc il faut avoir les politiques qui stimulent le PIB si on veut assurer le plein emploi. Je ne sais plus si on peut dire exactement les choses de cette façon-là aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué, parce que les politiques d'emploi, c'est souvent aussi stimuler l'emploi pour qu'in fine, ça fasse du PIB et donc un petit peu de bien-être si on suppose que ça y contribue. Et puis, pour prendre cet exemple des loyers imputés, si votre problématique, c'est le PIB comme indicateur d'activité qui vous permet de piloter le marché du travail, les loyers imputés ont strictement rien à faire dans cet indicateur. Et du coup, on voit bien
le problème qu'on a, toujours ce problème d'indicateur unique, parce que finalement, on demande à un seul indicateur de répondre à beaucoup de questions simultanément, et du coup, il perd un peu de sa pureté, et ça complique la communication sur ce qu'il fait exactement. Merci. Yael, tu veux? Alors juste sur la communication, je vais aussi faire un peu de pub, mais pour l'INSEE. L'INSEE a lancé un blog justement pour répondre aux questions qui peuvent être dans le débat grand public. Un excellent blog. Et pour essayer de... Voilà, donc il y avait d'ailleurs un article de Didier sur le PIB, donc n'hésitez pas à y aller. Il y en a eu également un sur les loyers imputés, voilà. Et alors pour répondre en termes historiques, je vais un peu répéter ce que j'ai dit dans ma présentation. Donc la comptabilité nationale, quand elle a été développée dans les années 30, il n'y avait pas directement le PIB, mais il y a eu cette idée de circuit économique et... Dès qu'on met en place ce circuit économique, le PIB en ressort. Et c'est dans les années 70, je crois, que c'est vraiment devenu un indicateur un peu plus phare et qu'au niveau international, il y a eu au niveau international, les normes ont suivi cet indicateur et se sont développées au niveau du PIB. Voilà. Et après, je pense que la réponse à pourquoi, elle a été un peu générale durant toute la séance. Hein. C'est toute la question de cet indicateur unique. Est-ce qu'il mesure bien tout ce qu'on a envie de lui faire dire? Mais voilà. Merci. Est-ce qu'il y a... Comme on a commencé un peu en retard, on peut finir un peu en retard aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? Dans la salle? Interrogation? Dans la salle? Est-ce que dans la salle, il y a une interrogation? Alors, juste, puisqu'il n'y a pas d'interrogation, je voudrais dire que dans la mesure du PIB et dans l'évolution des normes, il y a parfois des considérations, je dirais, extra-économiques, extra-comptabilité nationale, presque morales par moment. Et je me souviens de débats qui ont eu lieu et auxquels j'ai pu participer avec des comptables nationaux quand il a été décidé, par exemple, de considérer que la production d'équipements militaires devait être considérée comme un investissement. Vous voyez, non pas comme une consommation intermédiaire. C'est quelque chose de lourd hein, comme choix, évidemment. Je dirais que le comptable national, mais ça sera complété par Didier et Yael, doit s'abstraire, évidemment, dans son approche de mesure du PIB, de toute considération morale, en quelque sorte extra-économique, pour avoir un regard économique purement et simplement, sachant qu'un porte-avions, un sous-marin nucléaire, ce genre d'équipement, ça vit pas mal d'années. Et le considérer à cette aune comme un investissement plutôt que comme une consommation intermédiaire, ça n'a rien d'absurde. Alors peut-être que je pourrais juste dire que je pense quand même qu'on ne peut pas s'abstraire complètement des questions morales. Et donc par exemple, c'était un peu le débat qui était posé aussi dans la prise en compte de la drogue ou de la prostitution dans les comptes nationaux. Et donc en particulier, la traite d'humains, par exemple, n'est pas prise en compte dans la comptabilité nationale. A priori, ce n'est pas une question économique, c'est plutôt une question morale. Et je pense que je soutiens ce choix. Donc voilà, donc la morale se mène un petit peu de comptabilité nationale. Après, je pense que la différence, c'est que les enjeux, peut-être pour les systèmes d'armes, étaient importants. Et la différence aussi, c'est qu'il y a dans l'utilité des systèmes d'armes, on voit l'intérêt en termes d'investissement par l'effet également dissuasif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de les utiliser en tant que consommation intermédiaire, mais juste le fait de les avoir entraîne la dissuasion des autres pays. Et c'est en ce sens-là qu'on a envie de le considérer comme un investissement. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Il ne faudrait pas se séparer avec une frustration rentrée? Non, on distingue mal. Aucune interrogation, aucune question, aucune prise de parole. Xavier, tu veux dire un mot? Pour ajouter des petits éléments un peu anecdotiques, mais par rapport à ce qui a été dit, parce qu'il y a des choses importantes. Yael l'a évoqué, mais je pense qu'il faut quand même le répéter. Il y a tout un processus de normalisation de la comptabilité nationale qui fait qu'on a en gros le même système de comptabilité en France, aux États-Unis, dans l'ensemble des pays européens. Et ça, c'est assez important parce que ça permet des comparaisons. Et ces comparaisons sont aussi très importantes pour assurer l'utilisation de ces statistiques par les citoyens ou les chercheurs ou tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Parce que ça va permettre de relativiser, disons, l'utilisation des concepts par rapport à des observations dans différents pays qui vont nous donner... voilà, on va pouvoir juger des politiques, non pas sur le concept en lui-même, parce qu'après tout, savoir que le PIB, avec ou sans les systèmes d'armes, vaut 1000 ou 1002, en fait, il n'y a pas d'information là-dedans. Mais par contre, pouvoir comparer des pays en disant, voilà, celui-là, il a beaucoup de systèmes d'armes, mais il a un PIB qui est plus faible,
et peut-être ça traduit des choix qui sont d'avoir été surmilitarisés et que ça s'est fait au détriment d'autres choses, ça va être une information très importante. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas que les statisticiens aient trop de tabous. C'était la position de Richard Stone, qui est un des pères de la comptabilité, qui a été plutôt inventé aux États-Unis, mais qui a ensuite été développé dans plusieurs pays, au Royaume-Uni, mais aussi en France, où on a eu des statisticiens éminents qui ont participé au concept. La position de Richard Stone, c'était vraiment d'être le plus ouvert possible sur la réalité des choses. Et ensuite, une fois qu'on a identifié, y compris des activités très illégales comme la traite des humains, rien n'empêche de faire des comparaisons où on les enlève, de faire des comparaisons. Enfin voilà, ce qui compte déjà, c'est de mesurer. Et si on refuse de regarder, ça peut être pire que de vouloir regarder. En tout cas, c'est la position de Richard Stone. Voilà, on place le curseur dans les négociations internationales à un autre endroit parfois, mais cette position très ouverte de Richard Stone était quand même assez intéressante. Non, bien sûr, mais le changement de norme amène évidemment un regard différent dans les comparaisons internationales sur le classement des pays quand on compare leur PIB par habitant, par exemple. Je veux dire, quand on se compare avec les États-Unis, pour vous donner un ordre de grandeur, le budget de la défense américain, c'est à peu près 25% du PIB français. Vous voyez, c'est quelque chose de considérable. Le changement de norme et le fait de considérer les dépenses d'équipement comme un investissement et pas comme une consommation intermédiaire, ça change évidemment les comparaisons, les positionnements, en quelque sorte les distances des pays, une situation de pays à un autre, en termes de PIB par habitant. Tout à fait. Et il y a quelques années, quand on a changé de SCN, où on a intégré un certain nombre d'activités comme le trafic de drogue ou la prostitution, le PIB par tête de l'Angleterre est passé au-dessus du PIB par tête de la France, alors qu'il était en dessous dans l'ancien système. Après, ça peut nous raconter plein de choses sur le Royaume-Uni et sur la France. Voilà, il est temps de se séparer. Avant de se séparer, comme je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, je voudrais dire qu'il faut que tout le monde soit conscient, parce que c'est quelque chose dont on prend connaissance avec le temps, de la chance qu'on peut avoir en France d'avoir un appareil statistique solide, robuste, et puis des institutions statistiques comme l'INSEE, qui en est bien sûr l'élément fort, qui évalue en toute indépendance et avec un très grand professionnalisme tous ces outils, tous ces indicateurs de mesure qui servent aux décideurs publics et puis qui servent aux économistes et à beaucoup de gens. Et quand on compare la situation française avec celle d'autres pays, je crois qu'il faut être bien conscient qu'on doit tous être fiers d'avoir une institution de statistique en France de cette qualité. Voilà, je dis ça en toute indépendance aussi. Vous pouvez en être sûr. Merci à tous et à bientôt.